On est dans un temps de 50 ans, quoi. On parle aussi d'une époque, un peu la préhistoire, quoi. Bon, quand tu m'as téléphoné, on me dit, tiens, bah, un gamin qui me téléphone pour savoir ce que c'était que la gouache, bah, on va se revoir, quoi. Ah oui, bien sûr, c'est-à-dire que moi, mon intérêt par rapport à ton travail, il était lié au fait que euh, il y avait quand même pas beaucoup euh, d'artistes d'artistes qui travaillaient le concept dans la région. Et donc moi, mon but, c'était de les découvrir. Je suis tombé sur le travail de Bernard à travers le cube. Donc c'est dans ce cadre-là que je m'étais dit, allons le voir et discutons de son travail, tout simplement. Il s'est avéré que ce qui m'intéressait, c'était la manière dont comment dire, qu'il travaillait l'image et voilà, le monde des images, l'aphorisme. Et dans ce cadre-là, je suis allé à sa rencontre. À savoir que je crois qu'il a été assez étonné de par le fait que je m'intéressais à son travail, étant donné que je suis quand même assez jeune. Et donc, en cela, je sais, commençait à se revoir. Je ne sais même plus depuis combien de temps je vais le voir pour discuter de son travail. Mais lors de la première expo que j'avais faite à mon espace d'expo, eh bien, c'est l'un des artistes que j'avais présenté. L'intérêt, c'était de montrer donc le travail de Bernard et avoir la réaction du public qui ne connaissait pas très bien ou pas du tout son travail, mais était fort intrigué par celui-ci. Donc voilà, ça c'était un peu l'histoire. Et comment s'appelle votre espace? C'est le bureau, ça s'appelle le bureau. C'est un espace d'exposition qui est aussi un lieu de travail. Donc c'est mon bureau tout simplement en tant que marchand. Et le but, c'était de proposer des expositions où diverses pratiques artistiques se rencontrent euh, et aussi, au-delà de ces diverses pratiques artistiques, des différentes générations d'artistes. Et à travers leur travail, ben voilà, on perçoit parfois une époque, mais aussi une sensibilité qui est liée la plupart du temps à l'art conceptuel. Et voilà, c'était l'idée de se dire, bon, mettons Bernard Josse avec d'autres artistes, notamment Benoît Bastin, un jeune artiste Carolo qui a une trentaine d'années, Stéphane Bonenberger, Didier V, donc des artistes qui, voilà, étaient peut-être un peu moins connus du public de par le fait que leur travail n'était pas ce qu'on pourrait appeler euh, fait pour le marché, entre guillemets. Donc voilà, cet espace est plutôt une espèce de laboratoire. Et de par la pratique artistique de Bernard, et voilà mon intérêt par rapport à l'art en général, eh bien, euh, j'ai voulu l'exposer, et puis au-delà de cela, le, continuer ces discussions que nous avons commencées il y a quelques années, afin de non seulement mieux connaître son travail, mieux connaître l'artiste. Et ce qui est assez étonnant, c'est que je découvre toujours des choses sur cet artiste. Il est doué d'une sensibilité qui euh, m'étonne toujours. D'où le fait que, ben, voilà, je monte de temps en temps des pièces et ça, et, ou alors des textes, et de là part un dialogue, une discussion. Donc voilà.
Rappelez-moi votre nom, excusez-moi. Quentin de Smet. Quentin de Smet, quelle est la différence entre la démarche de votre galerie et celle de, par exemple, Incise? Incise, qui se trouve aussi à Charleroi. Mais il me semble que cette galerie n'existe plus, étant donné que c'est un journaliste qui a cela, il me semble. La différence, bon, moi, je n'ai pas fréquenté cette galerie car cela ne fait pas longtemps que j'habite du côté de Charleroi. Donc je ne pourrais pas vous répondre à cette question. Je connais des artistes qui ont exposé là, notamment Christophe Terlinden. C'est-à-dire que, voyez-vous, moi déjà, en fait, comme je dis, c'est un espace à la base fonctionnel, qui se situe dans l'ancien consulat d'Italie, l'Alba, qui a été, acheté par Mélanie de Biasio. Et quelle est la différence entre un espace type galerie, par exemple, et le mien? C'est le fait que le contexte est complètement différent. Je n'ai pas un white cube. C'est un endroit où j'ai ma bibliothèque, des fauteuils où je reçois des clients, étant donné que je fais aussi de la gestion de collection. Je suis marchand d'art à la base, pas galeriste. Et le but, c'était de recontextualiser la manière d'exposer à travers un endroit en fait qui ne s'y prêtait pas à la base, et voilà, accueillir les gens dans un espace où la perception que les gens pourraient avoir des œuvres est complètement différente, étant donné que c'est un espace qui est habité dans un certain sens. En cela, voilà, ce n'est qu'une pièce en fait. Je n'ai pas de vitrine. Il y avait un côté, le but était, dans un sens, de cultiver une certaine intimité avec, un environnement un peu feutré. Et voilà, présenter des artistes que j'apprécie beaucoup, que je rencontre, car c'est mon intérêt de base, rencontrer des artistes. Et donc dans ce cadre-là est né ce projet. Le fait est que je voulais aussi montrer, comme le travail de Bernard, des choses que j'apprécie, une période que j'apprécie énormément, et faire en sorte de montrer des artistes, comme je le disais déjà, de différentes générations, afin de voir déjà, moi, ma curiosité lorsque je montre des choses, lorsque je montre des œuvres, c'est la réaction du public par rapport à juste le travail en tant que tel. Et on remarque en fait, par rapport au travail de Bernard, que c'est un travail qui est très très actuel en fait, étant donné qu'il travaille sur un monde d'images. C'est quelque chose de culturel, il y a un côté universel là-dedans. Il le met juste en évidence. Donc voilà. Je sais pas. Vous avez plusieurs fois utilisé le mot conceptuel. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est le rattachement à ce courant artistique des années 70? Oui, et puis surtout c'est lié à cette fait de verbaliser en processus artistique, en pratique artistique. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, étant donné que je perçois ça comme une rupture par rapport aux autres courants. Et pour moi, cette période a été, en tout cas à ses débuts et même par la suite, la perception des gens par rapport à cela est parfois assez, pas négative, mais on
perçois que les gens y voient un certain hermétisme, étant donné que comment dire, qu'il y a, comme je l'ai dit, ce processus créatif qui se transforme en fait. Mais je trouve que c'est un courant qui n'a jamais été aussi proche de l'être humain en fait, et culturellement de ce qui nous rattache à notre société. Donc voilà, c'est un peu ce que je pense par rapport à cela. Je peux encore vous poser une question. Quel avenir voyez-vous dans votre démarche qui se profile? Alors, c'est-à-dire que mon espace, je le considère comme un laboratoire, donc c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps. Je crois que de par cette première expérience dans un espace d'exposition bureau, eh bien, donc c'est la deuxième exposition qui est en cours, et je m'aperçois que j'aimerais bien sortir un peu de cet espace et proposer des choses beaucoup plus, comment dire, peut-être plus fréquentes, étant donné que les expositions durent quand même un certain temps à ce bureau. Des choses un peu plus nomades, faire beaucoup plus de collaboration, avoir un peu plus de liberté. Je réfléchis pas mal à la manière de concevoir un espace d'exposition. C'est une réflexion que j'ai depuis un certain temps, d'où le fait que j'avais ouvert cet espace, et l'évolution par rapport à celui-ci sera liée à mes réflexions par rapport à cette manière d'exposer. Donc pour l'instant, voilà, c'est quelque chose qui prend forme tout doucement, mais je perçois plus cela comme quelque chose à travers des projets qui seraient nomades, qui se baladeraient un peu plus dans la ville de Charleroi. Lié à une institution, BPS ou pas? Ça, je n'en ai pas la moindre idée pour l'instant. C'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, oui, peut-être avec le BPS, peut-être avec le nouveau musée des Beaux-Arts qui ouvrira en septembre 2022, normalement, ou la ville de Charleroi, ou peut-être des privés. Et donc, au lieu de proposer une exposition normalement mes expositions durent minimum 2 mois, proposer peut-être des expositions qui durent qu'une semaine, quelques jours, plus liées, à mon avis, à quelque chose qui est, comment dire, qui se dirige vers l'expérience, donc de la performance, de l'installation, des œuvres in situ, et peut-être des concerts aussi, je ne sais pas, je suis en train d'y réfléchir. Bernard Josse, vous avez écouté? J'ai entendu. Et vous avez compris donc? Je ne me pose pas toujours toutes les questions qu'on se pose, mais je me pose parfois d'autres questions. Donc, Lesquelles? ce qu'il dit, bon, moi je parle, je parle de choses que je pensais oublier, d'un travail parce qu'on parle de travail d'artiste, de démarche, bon, des choses comme ça. Ben, ma vie est passée sans ça aussi, parce que je n'ai pas comme point fixe de me dire, ouais, mais qu'est-ce que je vais faire, bon, pour qu'on parle de moi. J'ai fait un travail qui n'était... Ce travail-là d'artiste, c'est pas mon métier. J'avais un autre métier, et qui a été l'enseignement. Et l'enseignement est arrivé parce que mon métier, il fallait que j'en parle, et il fallait qu'on sache que ça existe, et pour que ça existe, en expliquant à d'autres personnes
que ça pouvait devenir une passion pour la vie et qu'on pouvait en faire réellement un métier de son propre devenir, et pas de se dire qu'est-ce que ça va me rapporter, qu'est-ce que ça va me coûter, c'est une façon de construire une vie. Aujourd'hui, bon, bah, la vie, elle est un peu plus avancée, elle se dirige tout doucement vers la porte de sortie, et je me dis, bon, bah, qu'est-ce qu'on laisse? On laisse la clé sous le paillasson ou... donc je me dis, bon, bah, faudrait peut-être qu'on sache que ça a existé, que ça existe, et que ça doit pouvoir se transmettre. Et ça, bon, pour faire ça, bon, il y a des conditions à mettre en place pour que d'autres personnes prennent la relève et faire un travail de passage, de passeur pour des gens qui puissent se dire, tiens, oui, ben, ça a existé, ça peut encore exister, et c'est une façon de poursuivre la vie. Après. Mais c'est pas évident, bon, ça touche on va parler aux gens comment, avec quoi, ben, on parle de valeurs, on parle d'art, on parle de quoi parle-t-on quand on parle de tout ça? On parle à des pouvoirs publics, on parle à des gens qui veulent faire leur métier pour gagner du pognon, ou autre chose. L'enseignement, bah, oui, mais c'est vivre une vie d'enseignement, c'est une bonne leçon pour apprendre à transmettre qu'est-ce qu'on veut transmettre. Et bon, on a beau aussi avoir des administrations, des ministres, des gens qui font des circulaires, mais ils ne sont pas dans le métier. Le métier, ça se vit au jour le jour, avec les gens avec qui on vit. Euh, euh, on avance, on se pose des questions. On se dit comment je vais résoudre ce problème-là. Et dans le métier que j'ai fait, en plus, c'est résoudre pour d'autres personnes, parce que, bon, on est porte-parole. Mais on n'est pas nécessairement inventeur de paroles. Donc, on fait du traitement, comme un médecin peut faire traiter une maladie. Mais ici, on parle d'imagination, de conserver sa solidité dans le brouhaha général et de maintenir le cap. Voilà. Peut-être une réflexion sur ce que vient de dire Bernard Josse. Une réflexion par rapport à ce qu'il vient de dire, bah oui, c'est-à-dire, je comprends tout à fait ce qu'il veut dire. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est un type de langage en fait qu'il va à travers sa pratique mettre en évidence. Et donc à travers cela, eh bien, il y a toujours un questionnement qui se pose. Je crois que Bernard est très en rapport avec, comment dire, il est très présent dans son travail. On ne le voit pas à travers son travail, mais dans le processus autour duquel il va traiter cette information. Il est très concerné par cela, comme vous avez pu l'entendre, et il y a là-dedans une espèce de devoir. Alors c'est assez curieux parce que c'est un questionnement qui est perpétuel en fait. Cela peut se faire à travers un texte, cela peut se faire à travers différents matériaux, médiums, et d'où le fait que cela m'a toujours intrigué. Il ne va pas faire traiter du même sujet en utilisant des mêmes médiums. Il va être en perpétuelle recherche.
Et c'est intriguant parce que c'est sa perception du monde que l'on voit à travers ses réflexions. Et on remarque en fait, ça je trouvais ça très intéressant, qu'il la traite, qu'il utilise des choses de son environnement, de son identité propre, et qu'il va les traiter à travers, comme je parlais déjà de ce monde d'images, qui culturellement nous appartiennent un peu tous, et va les retranscrire à travers cela. Donc voilà, c'est un peu ma remarque par rapport à ce qu'il vient de dire. Pour, pour, pour qui nous écoute et ne connaît pas la démarche, pouvez donner un exemple concret de cette application, non, de cette création à partir de matériaux proches? Bien sûr, je vais vous parler d'une œuvre que j'avais exposée, et c'est une œuvre qui m'a beaucoup fasciné, qui me fascine toujours d'ailleurs. C'est cette pièce que tu avais présentée au prix de la jeune peinture, entre quatre planches, une fin en soi, qui, je trouve, donc, déjà on est en 75, qui montre voilà, quatre planches qui sont vissées entre elles, et cette utilisation de cette expression, eh bien, je trouve qu'elle est, là, on comprend directement dans quelle, dans quelle réflexion va être. Il y a, d'ailleurs, à travers tous ces jeux d'aphorismes, etc., quelque chose d'assez intéressant, étant donné malheureusement, certaines critiques envers Besnard ont été assez dures avec son travail, et lorsque nous en avions parlé ensemble, il m'avait dit une phrase comme ça qui m'avait un peu marqué. Je dis: je ne suis pas comique, je suis inquiet. Et donc cette inquiétude est liée à cette réflexion et sa position par rapport à ce qui l'entoure, et son travail, par exemple, comme je vous l'ai dit, c'est entre quatre planches, une fin en soi, est très représentatif de ce qu'il veut transmettre. Comment écrivez-vous le mot fin? F-I-N, une fin en soi, S-O-I-E. Non. Si, c'est l'alchimie du mot. Enfin, le mot chimie, mais c'est la phonétique et le sens des sons dans le mot peuvent faire qu'un même mot peut couvrir plusieurs fonctions. Et c'est vrai que, se retrouver entre quatre planches, ça fait partie du vocabulaire populaire de tout homme, parce que tout homme finit entre quatre planches ou dans une urne, mais enfin, ici, dans ce cas-ci, c'est se retrouver entre quatre planches, parce qu'avant on ne parlait pas tant d'incinération que maintenant. Se retrouver entre quatre planches, c'était le bois qui s'appelle l'épicéa, et qui est le bois de sapin dont on fait les cercueils. Donc se retrouver entre quatre planches, je voulais dire se retrouver, comme on dit en Hollande, dans la terre à pétote, où poussent les pommes de terre. Donc c'est la fin. Mais une fin en soi, c'est vrai que c'est une fin si on croit qu'il n'y a plus rien après. En soi, aussi, parce que les cercueils sont souvent garnis de tissu, de soie, qui est plus doux pour l'éternité. Enfin, donc, il y a une espèce de jeu de balle de ping-pong, d'a priori, qui n'est pas nécessairement
il n'y a rien de vrai. Tout est dans tout et l'inverse, quoi. Donc, ce qui fait que moi, l'attitude que je prends, c'est il y a un objet qui naît, qui est déposé, c'est un petit peu comme le Père Noël, ben, je dépose l'objet et après moi, pas comme des gens qui mettent leur trip en disant ah la douleur. Non, c'est une réflexion, je la mets là et après vous faites ce que vous voulez. Donc, je ne suis pas responsable de ce que la personne qui va voir l'œuvre va en dégager en se disant bah, c'est un scandale. J'ai eu la blague lors d'un vernissage où il y avait une pièce qui était exposée et sur laquelle c'était écrit à Prague la nuit tous les chars sont rouges. C'était bon, à l'époque des événements de Tchécoslovaquie et c'était écrit. Ben, il y a une personne qui a lu cette phrase et qui s'est sentie personnellement attaqué de par ses croyances, entre guillemets, qu'à Prague, les chars n'étaient pas rouges. Si, les chars étaient rouges, c'est des chars soviétiques. Donc, bon, on crée un espèce de chaos, on agite la bouteille, et après, la personne qui a vu le message, elle en fait ce qu'elle veut. C'est pas, moi, je ne suis pas l'instituteur qui va dire, voilà, vous devez lever le pied gauche, lever le pied droit. Oui, après, quand vous avez levé les deux pieds, vous faites boum. C'est pas ça qu'on cherche. C'est une mise en contact, mais qui n'est pas tout ce qu'on voudrait qu'elle soit. Bon, il ne faut pas en faire un miracle. On n'est pas nécessairement marchand de miracles. Voilà. Et puis pour revenir, une fin en soi, c'est le verre à soie qui fait la soie. Le verre à soie. On porte le verre où on veut, mais si on porte le verre à la bouche, c'est un verre à soie aussi. C'est du gymkhana. On s'amuse, on passe le temps. On ne se dit pas, ah, je suis intelligent, je vais révolutionner. Voilà. Ce que j'aime bien, bon, si on prend bon, une pièce, un mural qui a été fait à Bruxelles, c'est une peinture dans la rue, et dans cette peinture, on voit un sujet, et qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit un bœuf qui lève la patte sur un réverbère. C'est déjà pas très courant. Donc, ce que j'aime déjà beaucoup, c'est le décalage entre les choses. Le décalage qui fait que, qu'est-ce qui fait bien ici ce brave bœuf? Les bœufs, ça ne lève pas la patte. Ce sont les chiens qui lèvent la patte. Enfin, donc, on crée une secousse. Et alors, en plus de ça, il y a une réflexion qui se dégage. Le bœuf, c'est bien un bœuf. On voit, il a des cornes, il a quatre pattes, il a des taches de peau, de poils. Mais il y a un message qui dit il faut laisser pisser le mérinos parce qu'il donne de la laine. Et même, il y a une version où il y a une prolongation du temps de match qui est de la laine fraîche, avec un petit raccourci sur la publicité. Bon, ouais, ben bon. En voilà des choses. Il faut laisser pisser le mérinos. Ben oui, d'accord, il pisse là. Mais c'est pas un mérinos, c'est un bœuf. Encore une secousse en plus. Oui, mais qu'est-ce qu'il me veut
on me dit ça, bon, c'est pas un message vital, mais bon, on me dit quand même, il faut laisser épicer le mérinos. Et pourquoi? Parce qu'il donne de la laine. Oui, la laine fraîche, mais la laine fraîche, c'est le dentifrice. La laine fraîche, c'est la laine de mérinos. Et là, donc, on fait les cumulés, où finalement, bon, peut-être bien que le regardeur académique est passé. Le regardeur, c'est que je ne sais plus où je suis. Ou bien on passe son chemin, ou bien on se dit oui mais bon le gars, ça va pas bien dans sa tête là. Ou bien, c'est comme ça qu'il y a une autre pièce par exemple, mais ce sont toujours des espèces de petits camés comme ça, de petits pétales, pas souvent mouillés, mais enfin bon, des petites pétillances. Il y a une pièce, une sculpture, certains diront, c'est à base de cubes, c'est un demi-mètre cube. Et un demi-mètre cube, c'est un demi-stère. Un demi-stère, on dit ça chez nous aussi, populaire. Oh, mais ça, tu ne sais pas comprendre ça. C'est un demi-stère et boule de gomme. Ah, demi-stère et boule de gomme? Ouais, c'est demi-stère et boule de gomme. Ah, et pourquoi tu t'appelles ça? Parce que c'est écrit. Il y a une petite plaquette qui est écrit en dessous, dans du plomb, demi-stère et boule de gomme. Donc, et pourquoi tu fais ça? Parce que c'est un demi-stère et boule de gomme. La sculpture illustre ou n'illustre pas quelque chose. Donc ici, j'ai vu quelqu'un s'énerver dans une exposition à Bruxelles, tout d'un coup partir dans une fulgurance d'un mécontentement énorme, commencer à donner des coups de pied dans ma caisse. C'est un scandale, c'est pas possible. Je m'approche, mais quel est le problème, monsieur? Qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? C'est se moquer des gens. Ça représente quoi? La petite plaquette, c'est écrit de mystère. Oui, d'accord, ça a 1 mm cube. Et quoi encore? Et boule de gomme. Oh, à l'intérieur. Sont à l'intérieur les boules de gomme. Bon, ce sont bien des boules de gomme. Ce sont des boules de caoutchouc dans une demi-stère. Et au-dessus, il y a un treillis pour qu'elle ne saute pas en dehors. Et alors, le personnage se calme, et, un peu résigné, continue son chemin. Mais la pièce n'est pas là. Elle a laissé son message, elle est là, elle a une permanence ou pas, et basta. La Vénus de Milo, qu'est-ce qu'elle nous laisse? C'est pas un chien, c'est une femme. Bon. Si on a Milou et son petit maître presse les ananas à la Côte d'Azur, il faut trouver les clés du message. C'est ce que la publicité n'arrête pas de nous faire. Mais moi, dans ce métier, je n'ai jamais accepté non plus que les spécialistes en marséologie et en recherche des médias nous disent à longueur de journée, oui mais le public, il n'est pas intelligent. L'âge moyen est de 6 ans. Je trouve ça insultant pour l'humanité de partir sur un principe pareil. L'homme est capable de progrès, même si quand il naît, il a déjà 6 ans, mais il peut encore grandir. C'est pour ça qu'on a inventé l'école, c'est pour ça qu'on a inventé certaines choses qui lui donnent une autre dimension que le kiki qui est traîné par la laisse de son maître. Et voilà. Donc, il faut progresser. Il y a une autre pièce, c'est simplement un mot,
C'est une cheminée. Une cheminée. Et qu'est-ce qu'elle a, la cheminée? Pourquoi une cheminée? Parce que nous cheminons d'un point de départ à un point d'arrivée, c'est le chemin. Voilà. Vous connaissiez toutes ces images, toutes ces anecdotes, Oui, bien sûr. C'est-à-dire que durant nos conversations, bien évidemment, elles sont évoquées. Ce qui était aussi intéressant aussi, et ça enfin, je ne savais pas, c'est que Bernard faisait aussi des performances. Et je vous invite à lui demander ce qu'il en était par rapport à ces performances, parce que il n'en reste, il me semble, plus vraiment de traces. Et moi, je l'ai trouvé vraiment très très chouette, vraiment très intéressante, parce qu'il confrontait le public il confrontait directement le public à son travail. Et donc, mais il faisait ça dans des villages, il me semble, dans des espaces où voilà, il ne faisait pas cela en ville, donc la perception des gens par rapport au travail avait encore une autre, ça apportait, il me semble, un autre chemin de lecture. Donc voilà, je vous invite à lui. Il me semble que tu avais fait une performance où tu t'étais habillé, je ne sais plus, d'un vêtement, un sac poubelle où il était marqué je suis comme le camembert, je coule pour vous. Ah oui, oui. Ça, lors d'un carnaval, on a organisé un carnaval à l'envers. Un cortège de carnaval, ben, ça part d'un point, et ça va vers, ça défile. Et les gens qui viennent voir le carnaval, enfin, dans certains cas, ben, ils se postent pour voir passer le carnaval, et après, ils retournent. Ils viennent avec les enfants, donc ils plantent leurs enfants le long de la bordure. Le carnaval passe, s'il y a des oranges, ben, à ce moment-là, l'enfant tend la main et reçoit peut-être une orange. Enfin, il y a toute une codification. Et ici, nous, on se dit, bon, cette espèce de démonstration de pouvoir avec en tête l'administration communale, la police, enfin, il y a une hiérarchie. C'est un peu ennuyant. Pourquoi pas changer l'ordre? Ça marche pas. Les gens, ils viennent pour voir passer le cortège dans un sens et pas dans l'autre. Les acteurs du cortège sont là pour aller dans le sens et pas dans l'autre. Les gens se masquent et se déguisent dans certains clichés et dans certaines références. Venir dans un carnaval habillé en conducteur de tram, qui est un autre costume d'un autre carnaval, mais c'est pas le même carnaval, c'est pas juste dans les paramètres.